Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 18 du mois de Tevet, ce sera la Iloula du Rav Moshe Khalfoun à Cohen. Ce grand Rav qui a vécu en Tunisie et notamment sur l'île de Djerba a marqué le judaïsme dans son ensemble à son époque et nous a laissé un message qui est toujours valable jusqu'à nos jours. Bezrat Hashem, comme on va le voir, le Rav Moshe Khalfoun à Cohen est très particulier. Il a laissé un enseignement très riche avec de très nombreux livres qu'il a écrits, mais aussi il a laissé un message et un enseignement pour toutes les générations. Le Rav Moshe Khalfoun à Cohen est né le 12 du mois de Shvat de l'année Tarlad, qui correspond à l'année 1874, et il va décéder le 18 du mois de Tevet de l'année Tashi, qui est l'année 1950. Il est lui-même en fait le descendant d'une très grande lignée de Chachamim, de Tzadikim, de la famille Cohen, qui sont appelés en fait la branche des Cohen, surnommée Avrish. Avrish sont les initiales de Ani ben Rabbi Ishmael. En fait, c'est une famille de Kohanim de Djerba qui avait en transmission qu'ils étaient les descendants de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, ce sage de l'époque du Talmud, et ils ont également en transmission qu'ils descendent de Ezra à Sofer. Bien que le Rav Moshe Khalfoun à Cohen va décéder en Tunisie et être enterré à Djerba, 55 ans après son décès, ses ossements vont être transférés en passant par la France pour ensuite être enterrés à Yerushalayim, donc dans un carré avec les Chachamim. Et à ce moment-là, tous les grands rabbinim de la génération, y compris le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, vont assister à son enterrement, c'était en 2005, à Yerushalayim. Et je vais vous citer les paroles qu'a dit le Rav Ovadia Yosef au moment de l'enterrement des ossements de Rabbi Moshe Khalfoun à Cohen. Il dit « Jusqu'au moment où est venu Rabbi Khalfoun Moshe à Cohen, il a été l'un des piliers de la halacha. C'est lui qui a apporté, qui a instauré la halacha sur l'île de Djerba. » Alors bien sûr, il n'est pas le seul. Il y a eu bien sûr d'autres chachamim à part lui. Mais il a eu une telle influence, un tel charisme qu'il a réussi en fait à ancrer dans sa génération l'enseignement de la halacha, de la loi juive. Et je poursuis ce que dit le Rav Ovadia Yosef, comme nos sages nous l'enseignent, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, l'accomplissement de la parole d'Hachem se fait par l'intermédiaire de l'accomplissement de la halacha. Alors le Rav Moshe Khalfoun à Cohen, c'est ce qu'il a fait finalement. Il a donc pu enseigner à de très nombreux élèves. Lui, ainsi que son élève et ami, le Rav Rachamim Chai Chouita à Cohen, ont été des lumières de la halacha. Ce sont les paroles du Rav Ovadia Yosef. Il a su enseigner la halacha de manière claire, authentique, comme il se doit. Et au moment donc de cet enterrement, dit le Rav Ovadia Yosef, en ce moment, Rabbi Yosef Karo, donc celui qui a écrit le Shulchan Aruch, donc son âme là-haut, sort à sa rencontre pour accueillir la Neshama de Rabbi Moshe Khalfoun à Cohen. Et donc vraiment ça montre ici. Ensuite le Rav bien sûr va poursuivre encore avec d'autres paroles, mais c'est juste un extrait pour nous montrer la grandeur de ce personnage. En raison des difficultés financières que va connaître sa famille dans sa jeunesse, le Rav Moshe Khalfoun à Cohen, à l'âge de 17 ans, va apprendre le métier de shochet, d'abatteur rituel. Et donc dès cet âge-là, il va commencer dans des conditions très difficiles. Ça se pratiquait à l'époque à l'extérieur, à donc procéder à la shrita, et grâce à cela, il va recevoir un salaire qui permettra de subvenir aux besoins de sa famille. Le problème, c'est que ces conditions de travail très difficiles, dans la chaleur, vont finalement provoquer qu'il va énormément s'affaiblir, et tout au long de sa vie, il sera de nature très 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 fragile, tant physiquement que même moralement, à tel point qu'il y a des témoignages qui disent que lorsque parfois on lui annonçait une mauvaise nouvelle, il pouvait immédiatement tomber dans les pommes sur le champ, et donc à ce moment-là, il fallait tout de suite le saisir et le réveiller. Ensuite, lorsqu'il va poursuivre et grandir, alors qu'il est âgé seulement de 25 ans, on va lui proposer de siéger
parmi les dayanim, parmi les juges du tribunal rabbinique de Djerba. Sauf que le Rav Moshe Khalfon HaKohen, qui est très humble, va refuser à plusieurs reprises toutes les propositions qu'on lui fait, jusqu'à ce que finalement, à force d'entêtement et d'insistance, il n'aura plus d'autre choix que d'accepter, mais il accepte sous deux conditions. La première, c'est qu'il ne veut pas être à la tête du tribunal rabbinique, il le sera bien sûr par la suite, mais à ce stade-là, il ne veut pas être à la tête du tribunal rabbinique, et lorsqu'il y a 3 juges, il veut toujours être le troisième, c'est-à-dire il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas à être mis sur le devant de la scène, au contraire, il veut toujours être le troisième, c'est-à-dire être finalement le dernier des 3 juges qui siègent lorsqu'il y a un jugement. Et mis à part ça, il demande également à ce que son temps de travail soit limité, de manière à ce que le reste du temps, il puisse pouvoir s'adonner à l'étude de la Torah. Dans les faits, ça va pas du tout se passer comme ça, étant donné qu'il est tellement sollicité et sa grandeur est tellement répandue dans toute l'île de Djerba que finalement, en fait, il va se retrouver du matin au soir assiégé au tribunal rabbinique. Il va devenir donc très rapidement l'un des rabbanim les plus influents de l'île de Djerba. La grande influence du Rav Moshe Khalfon HaKohen sur sa communauté va lui permettre de gérer d'une façon exceptionnelle un événement très dur qui va toucher la communauté durant la Seconde Guerre mondiale. Durant ces dernières années, de plus en plus, on répand ce fait historique que les Allemands, les nazis, Yimar Shemam, durant la Seconde Guerre mondiale, ont envahi la Tunisie et en fait ont cherché à utiliser la Tunisie comme étant un tremplin du fait de son emplacement géographique central en Afrique du Nord pour ensuite envahir les autres pays et se répandre et pouvoir reproduire les horreurs qu'ils avaient produites déjà en Europe, les faire ensuite dans les pays d'Afrique du Nord. Et d'ailleurs, des camps de travail et de concentration vont être construits également en Tunisie, et les Juifs de Tunisie, en grande partie, vont devoir porter l'étoile jaune, et ça, je peux vous l'affirmer avec certitude, étant donné que j'ai le témoignage de mon grand-père, Zichrono Livracha, qui lui-même avait porté l'étoile jaune en Tunisie. Et donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont également envahir l'île de Djerba. Et lorsque les Anglais vont procéder à des bombardements et vont détruire les ports de l'île de Djerba, les Allemands vont accuser la communauté juive d'avoir collaboré avec les Anglais et de leur avoir indiqué les cibles que leur armée devait abattre pour pouvoir donc ensuite combattre les Allemands. Et donc il va y avoir un décret qui va être terrible, qui va être décrété par les Allemands, qui pendant un jour de Shabbat vont exiger de la communauté, en l'espace de 3h30, de fournir une quantité d'or extrêmement importante. À ce moment-là, le Rav Moshe Khalfon HaKohen, qui se trouve dans la synagogue pendant la prière de Moussaf du matin de Shabbat, est appelé à l'extérieur par les responsables de la communauté qui lui annoncent la terrible nouvelle. Le problème, c'est que le Rav Moshe Khalfon HaKohen sait que dans la communauté, il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui ont les moyens financiers de donner tout cet argent et tout cet or. Mais la question, c'est est-ce qu'ils auront le cran et la volonté et la générosité de mettre la main à la poche pour sauver la communauté? Parce que les Allemands avaient donné un ultimatum très clair, et si au bout des 3h30, la quantité d'or demandée n'était pas intégralement fournie, ils menaçaient d'aller, Dieu préserve, massacrer toute la communauté. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que va faire le Rav Moshe Khalfon HaKohen? Il va d'abord demander à rencontrer les Allemands, et bien que, alors qu'on avait dit qu'il était de nature très fragile, et que lorsqu'on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, parfois il pouvait s'évanouir, là au contraire, il va faire preuve d'une force inouïe, il ne va pas hésiter à s'opposer aux Allemands. Dans un premier temps, il va essayer par des voies plutôt diplomatiques, d'essayer de les convaincre de renoncer à leur décret, mais lorsqu'il voit qu'ils sont décidés et qu'ils ne vont pas renoncer, à ce moment-là, il décide, avec beaucoup d'intelligence, non pas de réunir tous les gens riches de la ville, mais de réunir toute la communauté, de manière à ce que tout le monde se sente concerné. Et à ce moment-là, il va tenir un discours devant sa communauté et leur expliquer la gravité de la situation et décréter
par ordre donc du tribunal rabbinique que toute personne qui a de l'or chez elle a l'obligation de le déposer donc auprès du Rav de manière à ce que lui puisse transmettre la quantité d'or nécessaire qui a été demandée par les Allemands. Et il menace que toute personne qui n'écouterait pas cette ordonnance du tribunal rabbinique, alors un anathème, un chérem serait décrété sur elle. Alors on pourrait croire que les premiers qui ont été à fournir l'or qu'ils avaient, c'était les familles les plus riches. Eh bien non, figurez-vous que les premiers qui ont été là pour donner l'exemple, ça a été justement les gens les plus pauvres. C'était justement les rabbanim de l'île de Gerba, le Rav Rachamim Chouita à Cohen, d'autres rabbanim également de la communauté qui avaient peu de quantité d'or, qui gardaient un petit peu d'or pour leurs vieux jours ou pour marier leurs enfants et qui n'ont pas hésité tout de suite à donner l'exemple. Et finalement, cet exemple va faire boule de neige et dans la communauté, tout le monde, y compris les plus riches, y compris ceux sur lesquels on pensait qu'ils allaient peut-être faire preuve d'égoïsme, finalement tout le monde va participer. Et lorsque le Rav Moshe Khalfoun à Cohen voit qu'il y a eu de l'or qui a été récolté, mais pas suffisamment, il ne va pas hésiter 2 fois à prendre la voiture le jour du Shabbat, parce que nos sages nous enseignent que Pikuar Nefesh Dochet Shabbat, lorsqu'il y a un danger pour la vie, on est autorisé à ce moment-là, on a l'obligation même d'enfreindre le Shabbat pour sauver des vies humaines, parce que la Torah est une Torah de vie, c'est une Torah qui met en priorité toujours la vie de l'être humain. Et donc c'est ces enseignements de nos sages que va appliquer le Rav Moshe Khalfoun à Cohen, et finalement il va réussir à récolter tout l'or qui était nécessaire, et grâce à cela, donc ce décret terrible va être levé de sur la communauté. Et les Allemands, qui étaient encore assoiffés de cruauté, ne vont pas hésiter à dire, sachez que ça, c'était que la première partie de ce qu'on vous demande, mais on reviendra par la suite et on demandera encore d'autres rançons et d'autres sommes d'argent très importantes plus tard. Et Baruch Hashem, Hachem a eu pitié de la communauté et cet événement a eu lieu, selon les témoignages que j'ai pu lire, le Shabbat de la paracha de Tetzavé, d'ailleurs cette paracha dans laquelle on parle que toute la communauté a donné de l'or pour construire le Mishkan, pour construire le tabernacle. Et donc finalement les Allemands vont être battus peu de temps après et vont devoir donc quitter la Tunisie, étant donné que je sais également par témoignage personnel de mon grand-père Zichrono Livracha que les Juifs, en tout cas du sud de la Tunisie, et notamment de la ville de Sfax, ont pu fêter la fête de Pessah, une fois qu'ils avaient été libérés des Allemands, et comme le témoignait mon grand-père, que la matzah qu'ils ont mangée ce soir-là de la fête de Pessah, bien qu'elle était très dure, et il fallait un pilon pour pouvoir la casser, tellement elle était dure, parce qu'ils avaient dû la faire dans la précipitation, juste après avoir été délivrés de l'emprise des Allemands, mais malgré tout, elle avait le meilleur goût qu'on puisse rêver, parce que véritablement, lorsqu'ils ont mangé ce soir-là du Seder, alors les Juifs du sud de la Tunisie ont véritablement senti le goût de la liberté. Le Rav Moshe Khalfoun Cohen va d'ailleurs témoigner de cet événement dans un de ses livres, dans son livre Torah Vechaim, à la page 79, où il dit « Tout celui qui va aller et va enquêter, va étudier, va analyser cet événement terrible qui a eu lieu dans le monde entier, donc il parle bien sûr de la Shoah, il sera amené à penser, selon ce que dit le Rav, que c'était un deuxième décret de Haman. Haman, donc le vice-roi de l'époque de Purim. Donc, et alors que l'ennemi était là en train d'avancer vers nous à pas de géant, et qu'il aurait pu, Dieu préserve, totalement déraciner et anéantir la communauté Chasvé Shalom du monde, grâce à la miséricorde et à la bonté d'Hachem. Donc Hachem a fait que finalement, donc, tous leurs desseins, tous leurs mauvais projets ont été finalement annulés. Ils n'ont pas réussi à les mener à bout. Et donc, comme dit le Rav Moshe Khalfoun Cohen, Hachem a mis dans le cœur des dirigeants des nations à ce moment-là de se battre contre eux pour ensuite réussir donc à les faire se retirer de ces pays-là et à épargner les communautés qu'il était encore possible d'épargner à ce moment-là. Lorsque des proches du Rav lui ont posé la question et lui ont dit « Mais comment ça se fait, toi qui es de nature si fragile, comment es-tu parvenu à te tenir debout devant ces êtres tellement cruels ?» Alors à ce moment-là, le Rav leur a dit « Sachez qu'à ce moment-là, j'étais tellement préoccupé
par la vie et de la communauté que moi-même je me suis mis tellement de côté que j'ai presque oublié quelle était ma véritable nature. J'étais déjà dans une situation hors nature et donc c'est comme ça que j'ai réussi donc à me surpasser pour être l'intermédiaire qui a pu permettre que la communauté soit à ce moment-là sauvée. Hormis la grandeur de l'enseignement du Rav Moshe Khalfun Cohen, on peut également le qualifier de précurseur, et notamment dans tout le domaine qui concerne l'amour d'Eretz Israël et le sionisme. Et certaines idées que le Rav Moshe Khalfun Cohen va écrire et va avancer vont plus tard s'avérer être véritablement des paroles presque quasiment prophétiques, tellement il est allé loin dans sa vision de la reconstruction de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il écrit dans quasiment tous ses ouvrages, mais également, je vais vous mentionner juste un exemple, dans son livre Darkei Moshe, de commentaires sur la paracha de la semaine, dans la paracha de Vayeler, où il écrit « Nous avons l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir en faveur de notre terre Tzion, afin de la grandir, afin de l'embellir de toute notre force et avec tout notre argent, et ne jamais oublier l'amour d'Israël et de Jérusalem. » Et véritablement, ces paroles sont celles qui vont accompagner le Rav Moshe Khalfun Cohen tout au long de sa vie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à notre époque, il est reconnu comme étant l'un des visionnaires du sionisme. Et ses œuvres sont étudiées également dans les grandes universités israéliennes comme étant des œuvres précurseurs du sionisme et de la création de l'État d'Israël. Alors, le Rav Moshe Khalfun Cohen va agir sur plusieurs plans concernant l'État d'Israël. La première chose, c'est qu'il va donc encourager les gens à faire leur aliyah, à venir habiter en Eretz Israël. Et lui-même va tout faire pour venir, et malheureusement, à cause de différents événements et ensuite de son état de santé, ça va pas être possible de son vivant. Et donc finalement, il va donc décéder à Djerba avec beaucoup de tristesse, et c'est seulement ses ossements qui plus tard, comme on l'a mentionné, vont être ramenés en Eretz Israël. Il va également créer une association qui s'appelle l'association Ateret Tzion, donc la couronne de Tzion, la couronne de Jérusalem, qui fonctionne en collaboration à ce moment-là avec le KKL, afin d'encourager la Aliyah et également de développer l'usage de la langue hébraïque. Parce que nous, à notre époque, ça nous paraît quelque chose d'évident que la plupart des livres de Kodesh aujourd'hui sont écrits en hébreu, mais il faut savoir qu'à leur époque, c'était pas forcément le cas. Et notamment, je peux vous dire que j'ai également comme témoignage, et je vais tout de suite vous le montrer, j'ai ici un livre que j'ai hérité de mon grand-père, et c'est un livre en fait de Tehillim, avec apparemment donc le texte des Tehillim écrit en hébreu, en dessous le même texte écrit apparemment en judéo-arabe, et des commentaires qui sont tous également en judéo-arabe. Parce qu'en fait, à cette époque-là, il faut savoir que contrairement à notre époque à nous, où aujourd'hui, Baruch Hashem, l'écrasante majorité sait lire et écrire, à leur époque, ce n'était pas toujours le cas, et le peu qui savaient, alors savaient uniquement lire et écrire en arabe, très peu en hébreu, et donc, ce que va faire le Rav Moshe Khalfun Cohen, c'est qu'il va encourager l'écriture de livres de Kodesh en hébreu, parce que comme vous le voyez ici, même les livres de Kodesh étaient écrits donc en partie en hébreu sur le texte, mais également en judéo-arabe, et donc de plus en plus, il va encourager au renouveau de la langue hébraïque. Ensuite, le Rav Moshe Khalfun Cohen va proposer une idée, mais c'est celle d'envoyer des jeunes de toutes les communautés qui se trouvent dans le monde pour visiter Israël et pour développer en eux l'amour d'Eretz Israël. Et en fait, en cela, finalement, le Rav Moshe Khalfun Cohen a fait ce que la gente juive a développé seulement il y a peut-être une vingtaine d'années ou un peu plus, c'est-à-dire tous les programmes comme Taglit et comme d'autres programmes de jeunesse, dont le but est de prendre des jeunes du monde entier et les faire venir en Israël pour leur faire rentrer en eux et leur faire pénétrer en eux l'amour de l'Eretz Israël. Donc cette idée, elle figure déjà dans les écrits du Rav Moshe Khalfun Cohen. Également, donc, il a une vision sur qu'est-ce que doit être l'État d'Israël,
le Rav Moshe Khalfon Cohen, avant même la création de l'ONU, propose déjà qu'à Jérusalem, on crée une association dans laquelle il y aurait un représentant de chaque pays du monde et dans lequel on pourrait gérer par la voie diplomatique des conflits ou des désaccords entre les pays. Pour lui, pour le Rav Moshe Khalfon Cohen, c'est évident qu'une telle organisation, sa place n'est pas à New York, mais à Jérusalem. Et bien évidemment, c'est pas du tout pour agir comme ce qu'agit actuellement l'ONU, qui finalement est malheureusement le concert des nations très souvent, juste pour s'opposer au judaïsme et à l'État d'Israël. On voit également que le Rav Moshe Khalfon Cohen donc a cette vision, et déjà dès que va être émise la déclaration Balfour, il déclare qu'il n'y a pas de doute pour lui que c'est l'enclenchement de la Géoula, que c'est l'enclenchement du processus de délivrance finale, et que chacun doit remercier infiniment Akadosh Baruch Hu de ce cadeau qu'il nous a fait, et donc d'espérer que finalement donc, il puisse avoir le retour en Eretz Israël et donc la délivrance finale. D'ailleurs, le Rav Moshe Khalfon Cohen, qui va décéder en 1950, va avoir le mérite donc de voir également la renaissance de l'État d'Israël. D'un point de vue personnel, le Rav Moshe Khalfon Cohen va avoir de très grandes difficultés dans sa vie. Dieu nous en préserve. Il va avoir l'un de ses enfants qui est un véritable génie en Torah, qui déjà à l'âge de 21 ans avait écrit un livre qui s'appelle Birkat Avraham, donc un commentaire sur la Torah, qui va malheureusement décéder à l'âge de 33 ans. Et ce décès prématuré va beaucoup marquer le Rav Moshe Khalfon Cohen, qui lui-même se culpabilise et estime que c'est un petit peu de sa faute et qu'il aurait dû peut-être prier plus pour pouvoir sauver son fils. On sait en enseignement que lorsque un enfant, Dieu nous en préserve, de grands chachamim comme ça, lorsqu'ils quittent le monde avant leurs parents, c'est que c'est en général une expiation pour toute la génération. Dieu nous en préserve. Et ensuite, il va avoir encore d'autres malheurs, je ne vais pas tous les citer ici, mais son fils qui va véritablement être finalement celui qui va prendre la suite, c'est le Rav Shushan Cohen, donc qui va donc lui aussi être Rav dans le sud de la Tunisie, qui va écrire de très nombreux livres et qui finalement donc lui aussi va par contre lui avoir le mérite de son vivant de monter en Eretz Israël, et qui va être le Rav du Moshav Etan dans le sud d'Israël. Donc on voit que malgré cette vie tellement difficile, malgré son état de santé faible tout au long de sa vie, il avait également sa vue qui était très faible, le Rav Moshe Khalfon Cohen, et malgré tout, il est parvenu à des sommets dans le domaine de la Torah, grâce à tous les écrits innombrables qu'il nous a laissés. Vraiment, il y a une liste ici de plusieurs pages de tous les livres qu'a écrit le Rav Moshe Khalfon Cohen. Il a laissé également donc un enseignement chez des élèves qu'il a formés et qui vont être les rabbinim qui vont lui succéder ensuite dans l'île de Djerba. Il a également laissé un message universel pour l'ensemble du peuple d'Israël, un message d'amour de la communauté, un message donc d'amour de la terre d'Israël. Il va rappeler ce Rav qui a connu l'époque avant la création d'Israël et qui ensuite va voir de ses yeux, alors que lui-même avait été un visionnaire, il va voir au fur et à mesure certaines de choses qu'il avait écrites se réaliser. Il y a d'autres choses qui finalement se sont quand même réalisées, mais que lui n'a pas eu le mérite de voir de son vivant, et il a donc vraiment été celui qui a encouragé à l'amour de la terre d'Israël. Et véritablement, ça doit être pour nous aussi un enseignement, à quel point on doit aimer la terre d'Israël, à quel point on doit avoir conscience de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir un refuge dans lequel on peut vivre et accomplir librement notre Torah et nos mitzvot. Et pour terminer ce cours, je vais vous citer les paroles du Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada de commentaires sur le Talmud, sur le traité de Ktubot à la page 112 au deuxième versant. Dans le traité de Ktubot, à la page 112, on nous raconte l'histoire de Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc deux chachamim qui, lorsqu'ils se trouvaient en Eretz Israël, ils s'arrangeaient toujours pour que lorsqu'ils donnent un cours à l'extérieur, leurs élèves soient placés dans un endroit qui soit toujours le meilleur. Donc lorsqu'ils étaient par exemple à l'extérieur en été, ils s'arrangeaient pour que eux soient debout au soleil, mais que leurs élèves soient à l'ombre, de manière à ce que ce soit agréable pour leurs élèves.
mais lorsqu'ils se trouvaient en hiver à l'extérieur, alors à ce moment-là, c'était l'inverse. Eux restaient dans l'endroit qui était à l'ombre et donc forcément plus froid, et ils laissaient plutôt leurs élèves être dans l'endroit qui était ensoleillé. Et donc nous dit le Ben Ishraï, pourquoi est-ce que ces deux sages agissaient ainsi? Pour ne pas que leurs élèves se plaignent de la terre d'Israël. Donc c'est-à-dire que finalement, ces Rachamim étaient prêts eux-mêmes à souffrir et à se mettre dans une position qui n'était pas la plus agréable, tout ça pour ne pas que leurs élèves viennent se plaindre sur la terre d'Israël. Et ensuite, nous dit le Ben Ishraï, je vais vous lire et traduire. Umikan ilmod à Adam Moussar Askel. Et donc de là, chacun d'entre nous devra tirer un enseignement. Lishmor piv ou shono, de garder ses lèvres et de garder sa langue, de faire attention de ne pas sortir de mauvaises paroles de sa bouche. Les balles yotzi mipiv shum dibur lotov, pour ne pas qu'il sorte aucune parole qui soit mauvaise. Les ganotes, pour critiquer, afilou ama achat mi eret Israël, ne serait-ce qu'une coudée d'Eret Israël, donc même une unité de mesure qui soit très faible. Hen mitzad à avir, que ce soit concernant donc l'air, concernant le climat, l'environnement. Hen mitzad kor vechom, qu'on ne se plaigne pas non plus de la chaleur ou du froid. Hen mitzad aperot, qu'on ne se plaigne pas non plus des fruits. Hen benyan abinyan, également qu'on ne va pas se plaindre de l'architecture ou de la manière dont sont construits les bâtiments en Eretz Israël. Vekayotse, et ainsi de suite. Ve'afilu be'et rorbana shi beyad agoim, et même lorsque elle est Israël dévastée et qu'elle est dominée par les peuples, donc c'était le cas à l'époque du Ben Israël, Baruch Hashem, c'est plus le cas aujourd'hui. Ve'abatim em shel goim, et même lorsque les maisons sont des maisons qui appartiennent donc à l'envahisseur. Donc même dans ces cas-là, on ne devra pas critiquer la maison. C'est-à-dire que même si on voit des bâtiments qui appartiennent à des personnalités ou des gens qui sont extérieurs à Eretz Israël ou aux nations, où on peut imaginer aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur ou des ambassades ou tout autre bâtiment, quel qu'il soit, de quelque époque que ce soit, tant que ça se trouve en Eretz Israël, on ne devra faire aucune critique sur la terre d'Israël. Kedé shelo iye birlal motzi diba al Eretz Israël, pour ne pas faire partie de cette catégorie des gens qui disent du mal de la terre d'Israël. Cet enseignement du Ben Ishraï, donc je pense qu'il s'associe tout à fait à ce message que nous a laissé le Rav Moshe Chalfon Cohen, et c'est sûr que c'est un message qu'on doit tous publier et intégrer en nous, et que Bezrat Hashem, on ait le mérite de voir la terre d'Israël continuer à se construire de partout, continuer à s'étendre, et que Bezrat Hashem, on puisse avoir le mérite d'avoir la venue du Mashiach, la reconstruction également du Beth Amikdash, qui sera un Beth Amikdash qui va descendre directement du ciel, un Beth Amikdash qui va être spirituel et qui va donc annoncer le passage à l'étape suivante avec la venue du Mashiach. Bimera beyamenu berachamim, amen ve amen. Que le srout du tzaddik soit pour nous une source de bénédiction et qu'il prie pour nous là-haut, Bezrat Hashem, pour que Hashem dise stop à tous nos malheurs et qu'il nous envoie la délivrance. Amen ve amen.